Bonjour. Vous vous souvenez de cette chose-là, Et vous savez quel rapport il y a avec cette autre chose-là? Ouais. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un maximum de trucs sur la copie privée. C'est parti. Au début des années 1980, un nouveau président de la République, François Mitterrand, une nouvelle équipe gouvernementale, une nouvelle orientation politique et un ministre de la Culture qui restera légendaire, Jack Lang, qui arrive à ce ministère et qui, dès le départ, prend une position qui est parfois un petit peu difficile à suivre parce que d'un côté, il a un discours qui est assez critique vis-à-vis des multinationales, vis-à-vis de l'Amérique, en fait d'Hollywood et de la mainmise que Hollywood exerce sur une production culturelle qui est faite de manière très industrielle et aussi avec des volontés politiques. On le sait, la CIA qui installe en Europe le Centre pour la liberté culturelle et qui essaye d'influencer l'opinion publique d'Europe de l'Ouest pour faire passer et faire adopter les idées économiques extrêmement libérales des États-Unis. Et Jack Lang semble critiquer tout ça dans son discours, mais il y a les actes, les décisions politiques qu'il prend et qui, elles, semblent plutôt indiquer qu'au contraire, il est plutôt favorable à ces entreprises, à ces multinationales. Alors, il appelle pas ça la marchandisation de la culture, lui, il parle de professionnalisation de la culture, mais la différence semble un petit peu difficile à faire, puisque dans un premier temps, dès le début des années 80, c'est la bande FM, les radios privées qui apparaissent. Alors au départ, on nous dit ça va être des radios libres, libres au sens de libre de la pression, de l'argent et des annonceurs publicitaires. Ça devra être des radios associatives qui ne pourront diffuser que localement pour satisfaire l'intérêt général. Et puis, on voit bien très vite que les radios commencent à obtenir l'autorisation d'utiliser la publicité et petit à petit de devenir les grands réseaux nationaux qu'on connaît aujourd'hui. Pareil à la télévision. Les années 80, c'est le moment de la vente de la première chaîne de télévision. Elle est privatisée, vendue au groupe Bouygues, comme on le sait. C'est aussi le moment où on accepte des groupes de presse étrangers, comme le groupe de Silvio Berlusconi, qui obtient le droit d'avoir une chaîne de télévision en France, la 5, et puis bien évidemment les chaînes de télévision à péage, Canal+, qui apparaît avec cette innovation pour la musique assez importante, qui est ce que nous dit Marc Toesca, qui est l'animateur de cette émission quotidienne, le Top 50, et qui nous dit tous les jours que c'est le seul véritable classement de la musique, le seul vrai reflet de la qualité de la musique, parce que contrairement à ce qui se passait avant, où les hit parades étaient faits par le goût du public qui téléphonait à la station de radio, ou par simplement le caractère arbitraire des décisions des programmateurs de radio, et là non, on a des vrais chiffres, ce sont les ventes exactes de disques qui déterminent ce classement et donc qui nous amène dans cette idée, là encore extrêmement libérale, extrêmement hollywoodienne, que finalement un bon disque et un bon morceau de musique, c'est un morceau qui rapporte de l'argent, alors qu'un morceau qui ne rapporte pas d'argent, alors qu'est-ce que c'est? C'est pas un bon morceau. Et puis pareil pour les artistes, un bon artiste, c'est un artiste qui gagne bien sa vie et qui rapporte bien de l'argent, alors que un artiste qui rapporte moins d'argent, qui est en bas du classement, voire même pas dans le classement du tout, parce qu'il y a que 50 places après tout, ça veut dire que c'est un mauvais artiste. C'est un petit peu ce qu'on comprend de ces choses-là. Alors, dans cette logique-là de professionnalisation de la culture, alors on essaye d'exclure justement ces pratiques amateurs, il faut pour ça attirer de l'argent. Et là, Jack Lang a une idée qui est au fond pas mauvaise, parce que on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ce qu'il va faire, c'est utiliser une exception qui existe, qui est une exception au droit d'auteur, qui est l'exception pour copie privée. Et cette exception-là, alors une exception, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, au départ le droit d'auteur, mais avec les nouvelles lois de Jack Lang, ça va s'appliquer aussi aux droits voisins, aux voisins de l'auteur, ceux qui habitent à côté de l'auteur, que sont l'artiste-interprète et le producteur de phonogramme. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas empêcher que. C'est ça une exception. Ça n'est pas un droit qui est donné au public de faire des copies, c'est simplement une exception, c'est-à-dire que les titulaires des droits de propriété intellectuelle, les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs, ne peuvent pas empêcher que vous, moi, fassions une copie d'une œuvre pour notre usage personnel, à condition qu'on la fasse nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça, c'est la loi
de 1957. C'était déjà là. L'exception existe depuis 1957, mais ce qu'il y a de nouveau en 1985, ce que Jack Lang apporte, c'est le fait de mettre en contrepartie de cette exception, de mettre une rémunération qui sera la rémunération pour copie privée. Et cette rémunération va frapper à l'époque des supports, c'est-à-dire qu'on considère que les gens achètent des supports vierges. Alors à l'époque, ce ne sont que les supports analogiques. Les bandes magnétiques de petit format, celles utilisées par le grand public, les bandes magnétiques professionnelles type 1 pouce, 2 pouces ne sont pas concernées. Bandes magnétiques petit format, évidemment la cassette analogique et évidemment aussi la cassette vidéo analogique, puisque les producteurs de vidéogrammes font partie également des titulaires de ces droits voisins sur les œuvres audiovisuelles qu'ils produisent. C'est donc ainsi que le prix de vente des cassettes vierges est légèrement augmenté par une petite somme d'argent qui est collectée ensuite par des organismes de gestion collective qui les redistribuent aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, la technologie apporte de nouveaux outils, notamment les méthodes d'enregistrement numérique. Alors ça va commencer par l'enregistrement numérique sur bande, comme la DAT ou la cassette DCC de Philips, mais qui auront assez peu de succès. Le CD enregistrable, bien entendu, et puis plus tard le baladeur MP3 et par extension les supports informatiques, le disque dur externe, la clé USB ou tout type de support. Et le baladeur MP3 fusionne avec le téléphone pour devenir smartphone, et le smartphone, la tablette sont aussi concernés par cette rémunération pour la copie privée. Le principe reste toujours le même. Au moment de leur mise sur le marché, une petite somme d'argent est ajoutée au prix de vente de façon à compenser le manque à gagner des ayants droit. Et la question qui s'est posée avec parfois une certaine véhémence au cours de ce printemps 2021, c'était de savoir s'il fallait appliquer également cette rémunération aux téléphones reconditionnés. Alors, l'Assemblée nationale a décidé, en ce début du mois de juin 2021, que oui, il fallait bien appliquer et continuer d'appliquer cette rémunération pour copie privée. Ça veut dire en gros que si vous vendez votre smartphone d'occasion sur un site comme Le Bon Coin ou sur eBay, a priori, vous n'aurez pas à verser cette rémunération pour copie privée. Par contre, les professionnels, les gens qui font du reconditionnement et qui donc, lorsqu'ils remettent en vente les appareils, les remettent en vente avec une garantie vis-à-vis du nouvel acquéreur, on va considérer que là, cet acte-là de reconditionnement, c'est un peu une remise à zéro, c'est un peu comme si l'appareil était neuf, et donc il faut là encore payer la rémunération pour copie privée. C'est la logique qui n'était pas voulue par le Sénat, mais qui finalement a été quand même bel et bien adoptée par l'Assemblée nationale, pour la plus grande joie des organismes de gestion collective qui s'étaient beaucoup dépensés ces dernières semaines en communications diverses et variées pour, alors bon, sur des choses discutables, de dire n'opposons pas la culture à l'environnement. Bon, c'était pas la question. La question, c'était juste une question de fait générateur de cette rémunération pour copie privée, et bon, l'Assemblée nationale vient d'y répondre dans le sens qu'espéraient les ayants droit, et tout le monde cite, y compris Madame la ministre de la Culture. Et pourtant, je vous avoue que j'ai quand même une espèce de malaise, parce que c'est vrai que tous ces débats de ces dernières semaines ont beaucoup fait ressortir un nombre de questions qui, finalement, sont un petit peu embarrassantes, je trouve. Parce que, si on se remet dans les conditions de 1985, l'essentiel des revenus de la musique enregistrée provient de la vente de supports. Mais à partir de là, écouter un vinyle en voiture ou en marchant, c'est extrêmement compliqué. Donc, si on voulait écouter de la musique en se promenant ou en déplacement, on n'avait pas 36 solutions. Il fallait enregistrer ça sur une cassette, parce que dans les années 80, il y a un appareil qui a eu énormément de succès, c'était le Walkman. Et donc, cassette pour le Walkman, cassette pour la voiture. Ça veut dire qu'il fallait aller se procurer un CD ou un vinyle, d'une manière ou d'une autre, rentrer chez soi et en faire des copies, morceau par morceau, sur la cassette. Ça prenait le temps des morceaux, ça se faisait en temps réel, c'était long, c'était difficile. Donc en plus, il y avait une véritable intention de la part du copiste de faire cette copie. Et alors, on pouvait légitimement considérer que oui, la vente des cassettes vierges avait pour usage principal et pour finalité principale de pouvoir permettre au public d'y copier de la musique, et donc il était normal de prévoir un mécanisme de compensation comme ça a été fait par la loi en 1985.
Mais aujourd'hui, on est pratiquement 40 ans plus tard. La situation est difficilement comparable. D'abord, si on regarde les revenus de la musique. Les revenus de la musique, en 2020, provenaient à près de 70% du streaming. Et le streaming, par définition, le streaming est le mode de consommation qui rend inutile le fait d'avoir des copies. C'est même parce que le streaming rend inutile le fait de copier une œuvre que les premières plateformes de streaming, et plus spécifiquement Deezer en France, sont parvenues avec d'immenses difficultés à convaincre les majors du disque de les soutenir dans leur démarche. C'est cet argument-là qui a emporté le morceau, si j'ose dire. C'est parce que le streaming rend inutile le fait de copier un fichier, d'avoir le fichier, puisque la promesse du streaming, elle est très simple. Abonnez-vous ou inscrivez-vous sur le site, connectez-vous, et là, quel que soit l'appareil que vous allez utiliser, vous allez pouvoir avoir accès non seulement à vos titres préférés, mais également à une bibliothèque complète de toute l'histoire de l'enregistrement de l'humanité, pratiquement. Donc, pas besoin, aujourd'hui, de faire des actes de copie. Premier point. Et puis, quand bien même, c'est là où la situation devient vraiment difficile à comprendre, c'est que, quand bien même, je souhaiterais, pour une raison ou pour une autre, faire une copie de ma playlist préférée sur ma plateforme de streaming préférée. Et ben là, si je suis abonné à Spotify ou à Deezer, par exemple, c'est très simple, les conditions générales d'utilisation de ces plateformes me l'interdisent. Alors, c'est un peu paradoxal. D'un côté, les titulaires des droits d'auteur et des droits voisins ne peuvent pas m'empêcher de le faire, c'est la loi qui le dit, mais par contre, les conditions d'utilisation de Spotify, de Deezer ou d'autres, elles, m'empêchent de le faire. Ce qui fait que la source, si je faisais une copie de Spotify, par exemple, ça voudrait dire que la source n'est pas licite. Donc, je n'ai pas le droit de le faire. C'est pas une question de problème technique. Ça, techniquement, on pourra toujours faire une copie. Mais, juste, j'ai pas le droit de le faire. Donc, on se retrouve avec, finalement, cette situation tout à fait ubuesque où j'ai un smartphone. Donc, étant donné que je suis abonné au streaming, je n'ai pas besoin de faire des copies. Et en plus, quand bien même je voudrais, je n'ai pas le droit de le faire. Ce qui semble confirmer cela, si on regarde, il y a des études qui ont été faites sur la répartition, l'utilisation qui est faite de l'espace de stockage des smartphones. Et on constate, alors c'est des chiffres un peu anciens que j'ai, ils datent de 2015, on constate qu'il y a à peu près la moitié, il y a 43% de l'espace de stockage du smartphone qui est utilisé par le système, que ce soit Android ou iOS. Ensuite, il y a environ 35% de cet espace de stockage qui est utilisé pour les photos et les vidéos qui sont faites avec le smartphone. On s'en sert pour faire un selfie, photographier son chat ou filmer ses vacances. Ensuite, on a 16% en moyenne de l'espace de stockage des smartphones qui est utilisé pour les applications. Et puis, le reste, 4% qui sont pour le reste. Donc, le reste, c'est dans ce reste qu'il y a la musique. Donc, on voit bien que statistiquement, aujourd'hui, les usagers de smartphones ne stockent pas de musique sur leur téléphone. Autre point qui prête à interrogation, pourquoi les smartphones et pourquoi pas les ordinateurs? Parce que si on regarde les statistiques d'utilisation telles qu'elles ont été communiquées par la Hadopi fin 2020, on voit que les smartphones et les ordinateurs sont pratiquement à égalité pour ce qui est de l'écoute de musique, et on comprend mal pourquoi un smartphone qui n'est rien d'autre qu'un ordinateur doit être frappé par la redevance pour copie privée et pas l'ordinateur. Il y a là quelque chose qui pose véritablement question. Une autre interrogation qu'on peut avoir, le cas du logiciel. Au début, lorsque l'exception a été mise en œuvre, le logiciel n'était pas considéré. Forcément, ça n'existait pas vraiment. Et ça n'est qu'en 1994 que le logiciel a été explicitement exclu du champ d'application de la rémunération pour copie privée. Sauf qu'aujourd'hui, comme on vient de le voir, le logiciel représente en moyenne 16% de l'espace de stockage utilisé sur un smartphone, alors que la musique, dans le meilleur des cas, 4%. Le logiciel, au sein de l'Union européenne, est protégé par le droit d'auteur tout autant que la musique. Alors, pourquoi pas le logiciel? C'est une autre question qu'on pourrait se poser. Alors voilà, pourquoi personnellement j'ai un peu un arrière-coup un peu amer. Tout le monde parle de ça comme étant une grande victoire de la culture, mais ça ressemble quand même un peu à de l'argent qui est pas très honnêtement gagné, parce que
les choses changent, on n'est plus en 1985 et les usages sont différents, les techniques qu'on utilise sont différentes, les sources de revenus de la musique sont différentes et tout ça fait que les professionnels de la musique, une fois de plus, semblent avoir une qualité extraordinaire pour se discréditer eux-mêmes vis-à-vis de l'opinion publique et moi je trouve ça particulièrement dommage parce que ça ne se fait au service de personne. Voilà, alors ça c'est fait. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter, hein, le débat est toujours le bienvenu et puis il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude, évidemment abonnez-vous, cliquez la cloche, faites tout ça, hein, parce que ça c'est bien parce qu'après YouTube aime mieux quand on fait ça, surtout que petit à petit ils sont en train de serrer la vis, on parlera de la directive sur le droit d'auteur un de ces jours. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire encore merci, bravo pour tout et à très bientôt.